Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée entièrement au basket féminin. Cette émission s'appelle Entre deux pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Émission hebdomadaire tous les lundis à 19h. Sauf exception, la dernière fois j'ai eu un contretemps, je l'ai posté mardi à 19h. Mais sinon, toutes les autres sont publiées tous les lundis à 19h. Vous pouvez même d'ailleurs retrouver les anciens épisodes sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur le site internet www.webaskettv et également sur la page Facebook Pro-Am Media en partenariat avec donc ce média qui s'appelle Pro-Am Media qui traite le plus souvent de basket masculin niveau N1 Ligue 2, Ligue 2 Pro B. Pro B, voilà, c'est comme ça qu'on dit chez les garçons, Ligue 2 chez les filles. Donc c'est parti, voici le menu. Nous allons parler du basket 3-3. Encore une fois, le basket 3-3 français féminin, notamment, je dis notamment, pas en particulier, pas exclusivement, mais notamment, le basket 3-3 féminin est titré. Médaille d'or pour le basket 3-3 féminin. On va en parler vraiment en détail, c'est le sujet principal de la vidéo. On va parler aussi de l'Eurobasket U16, l'Eurobasket des moins de 16 ans qui a eu lieu la semaine dernière. On va parler de la semaine WNBA. La WNBA touche à sa fin, en tout cas pour ce qui concerne la saison régulière. On n'a plus qu'une semaine de compétition, donc on est vraiment très proche de l'épilogue de la saison régulière. On fera aussi un point Marine Johannes. Probablement le dernier pour la WNBA, peut-être l'avant-dernier, on ne sait jamais, peut-être qu'elle fera encore une belle semaine. Et puis un dernier point sur comment faire avancer un petit peu WeBasket, avec vous peut-être, avec certains d'entre vous. Je serais en tout cas ravi d'avoir des nouveaux contributeurs pour WeBasket. C'est une belle aventure, parler de basket féminin, parler de basket masculin aussi. Donc dans cette émission on parle de féminin, mais pourquoi pas avoir le même genre d'émission pour le basket masculin. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, vous savez, il y a la Coupe du Monde, et ensuite il y aura la reprise des championnats, et notamment de la NBA, etc. Donc j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus actif sur le masculin. Allez, c'est parti, sans plus attendre, nous allons célébrer la médaille d'or de l'équipe de France 3-3 féminine, donc qui a gagné la Coupe d'Europe. C'était la Coupe d'Europe là ce week-end, en fait sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. C'était donc 3 jours de Coupe d'Europe pour les garçons et pour les filles. Les filles ont gagné la médaille d'or. J'ajoute que les garçons ont obtenu la médaille d'argent et ils ont vendu fièrement leur peau, chèrement leur peau en tout cas. C'est plutôt comme ça qu'on dit, oui effectivement. Ils ont vendu chèrement leur peau en finale face aux tenants du titre serbe. Les filles, elles, ont été fidèles à leur rang puisqu'elles ont fait le back-to-back. Elles ont tout simplement fait le back-to-back de la Coupe d'Europe puisqu'elles avaient gagné l'an dernier la compétition. Allez, on détaille. On va parler d'Anna Maria Philippe en priorité puisqu'elle a été élue MVP de la compétition. Alors bravo les filles, bravo Anna Maria. Anna Maria Philippe, voilà, elle a 30 ans, elle mesure 1m94, c'est la grande de cette équipe. Elle était au Flamme Carolo la saison dernière et la saison précédente. Elle va signer à Polkovice l'année prochaine où elle jouera l'Eurocoupe et non l'Euroleague comme avait l'habitude de le faire Polkovice. Polkovice sera en Eurocoupe cette année et pourra compter sur Anna Maria Philippe. Ensuite, on a Mamignan Touré, qu'on appelle plus communément Minia Touré, qui a 24 ans, qui mesure 1m83, qu'on va pouvoir voir sur les terrains, sur les parquets de Basketland, comme l'année dernière. Elle reste à Basketland, en Ligue féminine de basket. Mamignan Touré, Mamignan qui est réputée, en tout cas, qui toute l'année a été numéro 1 mondial au ranking de la FIBA. Marie-Ève Pagé, donc 24 ans également, 1m71, c'est une meneuse dans le basket 5-5. Elle était au Flamme Carolo Basket Ardennes l'an dernier, elle sera à Basketland avec Minia Touré l'année prochaine. Voilà, cette équipe 3-3, ces trois joueuses de l'équipe 3-3 étaient championnes d'Europe l'année dernière avec Jenny Foisseau, mais Jenny Foisseau étant blessée cet été, et ayant dû soigner une blessure en tout cas, elle était blessée en saison, elle a préféré soigner sereinement sa blessure, elle a tout à fait raison pour être prête
pour la reprise du championnat, et c'est Laetitia Guapo qui l'a remplacée. Laetitia Guapo, qui est un tout petit peu plus jeune que les autres, bon, elle a 23 ans, elle est juste un an de moins que les autres, elle mesure 1m82, et elle était, elle fait partie de l'équipe de Charnay Basket, Bourgogne Sud, qui est montée de Ligue 2 à Ligue féminine, et on la retrouvera l'an prochain en Ligue féminine avec cette même équipe de Charnay. Les entraîneurs de l'équipe 3-3, c'est Richard Billan et Karim Souchu. Voilà, pas oublier le staff, même si en 3-3 c'est assez particulier parce que le staff n'intervient pas du tout, n'a pas le droit d'intervenir pendant les matchs. Apparemment même il y a un petit jeu de dupes qui se joue, c'est-à-dire que les coachs peuvent parler, mais les filles ne doivent pas interagir du tout, donc elles doivent faire semblant de ne pas l'avoir entendu, des choses comme ça. Voilà, ils peuvent parler comme n'importe quel spectateur en fait autour du terrain, mais il ne doit pas y avoir d'interaction avec les joueuses et les joueurs pendant un match de 3-3. Donc c'est ça qui est tout à fait particulier, c'est 10 minutes de temps de jeu ou la première équipe qui arrive à 21 pour stopper le match, et donc c'est très intense. Il doit y avoir un ou deux temps morts, mais pas plus, je sais plus trop. Et puis les changements se font comme ça à la volée, ça va très très vite, c'est très intense. Et donc pas de coaching en fait. Petit rappel pour cette équipe de France, quand même, cette équipe de France avait disputé le mondial au mois de juin. Donc on avait le mondial au mois de juin et la Coupe d'Europe au mois de septembre. Et au mois de juin, cette équipe de France avait terminé 3e de la Coupe du Monde, donc médaille de bronze uniquement. Cette Coupe du Monde avait été remportée par la Chine, on en avait parlé dans cette émission. Et la France avait été éliminée par une équipe de Hongrie redoutable, et d'ailleurs qui a encore été redoutable lors de ce tournoi. Nous allons voir ça tout de suite. Voici le parcours de l'équipe de France qui a battu la Pologne 21-4, donc hop, 21 points, match terminé, qui s'est fait battre par la Hongrie 21-11, une défaite assez sèche en fait. Donc à nouveau la Hongrie qui avait éliminé l'équipe de France au mondial a été redoutable pour cette équipe de France. Alors l'Euro se disputait en Hongrie, c'était à Debrecen, si ma mémoire est bonne. Attendez, est-ce qu'on le voit ici? Voilà, Debrecen, on le voit un tout petit peu là. Donc c'était à Debrecen en Hongrie. Qu'à cela ne tienne, malgré la défaite face à la Hongrie, l'équipe de France est quand même passée au deuxième tour, en tant que deuxième en fait du groupe, seul le troisième était éliminé. Au deuxième tour, l'équipe de France a battu la Russie en quart de finale. La Russie qui était tout simplement la meilleure équipe au ranking. Vous voyez d'ailleurs les rankings là, qui sont derrière les équipes. France était troisième, l'équipe de France était troisième au ranking, la Russie était première, la Pologne 15e, la Hongrie 7e. Ensuite la France rencontre la Lettonie, Latvia c'est Lettonie, donc 21-8, paf, terminé, sans ménagement, la Lettonie qui était 14e au ranking. Et en finale, l'Espagne avait éliminé la Hongrie, donc on ne rencontre pas la Hongrie, notre entre guillemets bête noire là, sur ces compétitions majeures. Et l'Espagne, vous voyez, avec un ranking de 12, en fait, l'Espagne qui n'a pas tellement l'habitude de jouer à fond les compétitions de basket 3-3, mais là, pour cette compétition-là, avait mis une grosse équipe, notamment avec Sandra Higueravide, qui n'est autre que la meneuse qui a gagné l'Eurocoupe avec Nadezhda Orenbourg face à Montpellier. Donc très très grosse meneuse, qui est venue renforcer l'équipe d'Espagne pour la finale, mais l'équipe de France a gagné 14-12, à la conclusion d'un match très serré, qui s'est terminé par un dernier panier dans les dernières secondes. Bon, il y avait quand même un point d'avance de toute façon. Voici le parcours en fait des quarts de finale, depuis les quarts de finale jusqu'à la finale. Vous voyez donc que la France, comme on l'a vu, a battu la Russie, a donc rencontré la Lettonie qui avait battu l'Ukraine pour arriver en finale face à l'Espagne. Et de l'autre côté, c'était l'Espagne et les Pays-Bas. Donc l'Espagne avait battu la Hongrie en quart de finale, c'est-à-dire que l'Espagne avait fini deuxième également de son groupe et a battu la Hongrie qui était première du groupe de la France. Donc des petits retournements de situation pendant le tournoi. Les phases de groupe se sont déroulées vendredi et samedi, et dimanche on a eu les quarts de finale, les demi-finales et la finale, donc 3 matchs à jouer pour les finalistes. Donc ensuite c'était Espagne-Pays-Bas, l'Espagne a battu les Pays-Bas 21-17,
voyez que ça a été chaud quand même en quart de finale, hein. C'est 21-20 ici. Je sais pas, j'imagine que ceux qui seront sur smartphone verront pas très très bien. Mais l'Espagne avait battu la Hongrie 21-20, donc c'était très juste. Et c'est la Lettonie qui va récupérer la médaille de bronze en battant les Pays-Bas 17-13. Voilà pour cette Coupe d'Europe, cet Euro de basket 3-3. Bravo à l'équipe de France qui confirme son rang, qui fait le back-to-back, qui fait le doublé, qui s'impose comme une nation majeure. De toute façon, on était quand même au courant, puisque tout au long de l'été, on a vu des très bons résultats en basket 3-3, et particulièrement au niveau féminin. Là, c'est presque une surprise de voir les garçons finalistes et médailles d'argent. Bravo à eux, en tout cas. L'équipe masculine emmenée par Dominique Gentil, très très gros joueur de basket 3-3. On en parlera peut-être par ailleurs. En tout cas, sur WeBasket, on essaiera quand même de publier un petit peu plus aussi sur le basket 3-3 masculin dans les années à venir. On va le faire là pour la médaille d'argent, et puis ensuite, c'est souvent l'été le basket 3-3. Même si d'ailleurs, la Fédé a pour objectif de développer le basket 3-3, et notamment le basket 3-3 professionnel, et souhaite créer une ligue professionnelle. Pour l'instant, on n'en voit pas trop le début. Maintenant, voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient développer le 3-3, qui souhaiteraient créer des clubs, ou créer des sections professionnelles de 3-3 dans des clubs de basket 5-5? C'est ça qu'il faut voir un petit peu. Est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce que ça peut remplir des salles? Parce que c'est ça, le sport professionnel, c'est quand ça remplit des salles, c'est quand les gens sont intéressés, quand on achète des produits dérivés, quand on achète des places, quand on va voir des matchs et qu'on achète des sandwichs, qu'on regarde des panneaux avec des sponsors, des choses comme ça. Voilà, si ça attire le public, ce sera professionnel. Si ça attire pas le public, ça sert à rien de forcer du professionnalisme, hein. Ou alors, c'est un investissement sur plusieurs années, ça se fait tout doucement. On verra ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous seriez acteur ou spectateur du 3-3. Ça m'intéresse beaucoup, je me demande un petit peu ce que ça va devenir. Alors, on va passer au sujet suivant, qui est l'Euro U16. Il y a eu un Euro U16 la semaine dernière qui s'est terminé vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça s'est terminé vendredi. Donc ça avait commencé le jeudi précédent, le jeudi 22, et ça s'est terminé le vendredi 30 août. L'équipe de France a échoué au pied du podium, en fait. Donc sur la 4e marche, il n'y a pas de 4e marche en fait, au pied du podium, donc il n'y a pas de marche. Je me suis trompé de bouton, c'est celui-là. Donc l'équipe de France U16, vous voyez le parcours de l'équipe de France, qui a donc perdu son tout premier match face à la Lituanie, qui a perdu juste de 5 points. Vous verrez, elle retrouvera la Lituanie plus tard. Ensuite, elle a battu largement le Danemark 97-29. Là, c'était vraiment un match sans équivoque. Victoire face à l'Allemagne, prémonition par rapport aux garçons. Hein, vous voyez, au niveau du basket, au niveau du foot, on a toujours eu pas mal de problèmes avec l'Allemagne. Et au niveau du basket, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt avec l'Espagne qu'on a des problèmes en général. La preuve un tout petit peu plus bas. Alors, contre-exemple en basket 3-3, puisque en basket 3-3, rappelons-le, hein, l'équipe de France a battu l'Espagne en finale. Il faut savoir le noter et le célébrer. Donc, après avoir battu l'Allemagne, 16e de finale face à la Finlande, victoire 65-56, quart de finale face à la Belgique, encore une équipe qu'on rencontre assez souvent en quart de finale d'ailleurs, en quart de finale tout comme l'équipe de France A, et victoire de l'équipe de France, un tout petit peu plus largement que l'équipe de France A. En demi-finale, on retrouve la Lituanie. Et là, défaite de 3 points uniquement, encore un match serré, c'est dommage. Et en match pour la 3e place, là par contre le match était moins serré. L'équipe de France a subi la loi de l'Espagne, qui a fait un très très beau match, ayant vu d'ailleurs les deux matchs face à la Lituanie, et donc la demi-finale et la finale face à l'Espagne. Je pense que cette équipe de France peut avoir peut-être des regrets par rapport à la Lituanie, parce qu'elles étaient vraiment proches, mais grosso modo, je pense qu'elle a fait le maximum, cette équipe, et en tout cas face à l'Espagne, je trouve qu'il y avait vraiment une bonne catégorie d'écart. L'Espagne était vraiment au-dessus.
que ce soit individuellement ou collectivement, vraiment l'Espagne c'était très fort. Donc petit bilan de l'été pour les équipes de France féminines, là, j'ai noté ça ici, là, très rapidement, très succinctement. On a l'équipe de France, donc U16, là, celle-ci a fini 4e au pied du podium. Mais je pense que dans l'équipe, elles auraient espéré mieux, bien entendu, mais je pense qu'il ne faut pas spécialement avoir de regrets. Elles ont fait un bel Euro, malheureusement pas payé. Rappel, hein, l'équipe de France A avait terminé 2e de l'Euro, médaille d'argent, battue par l'Espagne en finale, bien sûr. L'équipe de France U20 avait terminé 3e, médaille d'or. Là, un peu plus de regrets, hein, j'en ai parlé la dernière fois ou l'avant-dernière émission. Un peu plus de regrets, cette équipe de France U20 pour moi était la meilleure du tournoi et elle a chuté, voilà, elle a chuté un peu, pas bêtement, mais je pense qu'elles peuvent avoir des regrets sur la demi-finale. D'ailleurs, la finale pour la 3e place n'a souffert d'aucune contestation. L'équipe de France U18 a fini 3e également. Donc finalement, on a un été sur les équipes de France U16, U18, U20 et senior, de 3 médailles sur 4 compétitions européennes, ce qui est quand même pas mal, c'est quand même plutôt positif, sachant que la 4e, c'est au pied du podium, hein. Donc on finit pas 20e non plus, hein. Donc vraiment, l'équipe de France est vraiment installée dans un top 4 de façon incontestable sur toutes les catégories. En revanche, pas de titre, 0 titre. Alors c'est peut-être un petit peu le sentiment qu'on peut avoir, c'est des regrets, tiens, sachant que pour avoir suivi donc l'ensemble des compétitions, je pense vraiment que c'est l'équipe de France U20 qui était la plus forte, qui aurait dû gagner. Mais sur les autres compétitions, c'est beaucoup moins évident. Notamment chez les A, quand on a vu la finale entre la France et l'Espagne, l'Espagne était bien supérieure. Donc bon. Dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous êtes content, quand même satisfait de ce type de bilan? Est-ce que vous trouvez que vraiment le basket féminin se porte bien? Alors, de manière très foncière, enfin au niveau du fond, sur une question de fond, voilà, c'est comme ça que je vais le formuler. Sur une question de fond, c'est évident, le basket féminin se porte bien. Est-ce que il nous manque un petit peu une marche en plus pour atteindre l'excellence et être très très fort et puis gagner tous les titres? Oui, évidemment. Donc, mais à quel niveau vous mettez votre curseur? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt insatisfait? Ou est-ce que vous avez plutôt des regrets? Ou est-ce que vous êtes plutôt confiant? Je pense qu'on peut être confiant de toute façon. On verra ce qui se passe dans les années suivantes. Chaque génération a un petit peu ses parcours différents, mais on a l'habitude d'être toujours très très bien placé au niveau féminin. Je vais parler d'un point en particulier à cet Euro U16 qui a attiré mon attention, qui était assez exceptionnel. Puisque j'ai parlé uniquement de l'équipe de France, parlons un petit peu des équipes qui ont gagné. Donc on s'est fait éliminer par la Lituanie, hein. Là vous avez la publication qu'on a faite sur WeBasket par rapport à la demi-finale, France 51, Lituanie 54, avec à l'image une jeune fille qui s'appelle Juste, et pas juste Leblanc, mais juste Joycite, ou Joycité, je ne sais pas exactement comment on dit en lituanien. Donc elle est lituanienne, elle est née le 19 novembre 2005. Née le 19 novembre 2005, elle participait à un tournoi U16, où il y a des filles de 15 et de 16 ans. Bon, elle est de la fin de l'année, donc forcément, quand elle joue en été, elle n'a pas encore sa 14e année, mais elle est dans sa 14e année. Meilleure marqueuse du tournoi, elle a fait très mal à l'équipe de France, c'était la MVP, je ne sais plus le nombre de points qu'elle a mis, mais elle a mis plus de 20 points à l'équipe de France en demi-finale. 19,9 points de moyenne et 8,3 rebonds, c'est une ailière, c'est vraiment très très bonne joueuse. Elle joue dans le club de, allez, attention, je prends ma respiration, Vlado Knasiaus Krepsinio Mokikla. Voilà, elle joue en Lituanie. Elle joue pas dans les grandes équipes de Kaunas ou de Vilnius, elle joue dans une autre ville, dans une équipe moins connue. Mais un prodige, une excellente joueuse, c'est la meilleure marqueuse du tournoi, c'était la meilleure joueuse lituanienne et elle n'avait que 13 ans. Je vous le rappelle, face à des joueuses de 15-16 ans. D'ailleurs, l'équipe de France était composée de joueuses de 15 ou de 16 ans. La Lituanie a pourtant perdu en finale. Ben oui, parce que
en finale, c'était la Russie. Et dans l'équipe de Russie, il y a une énorme joueuse qui s'appelle Anastasia Kozou, donc qui est russe. Elle est née la même année que juste Joyce. Elle est née juste un tout petit peu plus tôt dans l'année, le 21 avril 2005, et donc elle a 14 ans, elle avait 14 ans au moment de la compétition, elle a toujours 14 ans bien entendu, et elle a été élue MVP, elle était meilleure joueuse de la finale, elle a été vraiment incroyable en finale avec un double-double énorme, je crois c'est une vingtaine de points et 15 rebonds, vous verrez dans les publications de WeBasket, j'ai plus les chiffres en tête mais on a tout publié. Donc que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous verrez ces deux publications là avec juste Joyce et Anastasia Kozou. 17 points de moyenne, 14,3 rebonds par match. Elle par contre elle est dans un club très connu qui est le Dynamo Koursk. Donc voilà, on a deux perles, deux Golden Girls. On parle de Golden Boy notamment sur les joueurs de foot type Kylian Mbappé, hein, voilà les joueurs très précoce. On peut utiliser ce terme pour un joueur comme LeBron James aussi, qui avait été éclatant dès le lycée alors qu'il avait même pas 16 ans, c'était déjà une star là-bas aux États-Unis. Et là, on a deux joueuses qui sont dans leur 14e année, qui participent à un Euro U16, donc avec 2 ans d'avance quasiment, et qui sont déjà éclatantes. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, je suis en train de me demander, hop, on va passer en gros plan. Je suis en train de me demander, est-ce que Kylian Mbappé et peut-être précédemment LeBron James ont un petit peu décomplexé les sélectionneurs, les fédérations pour lancer des jeunes très jeunes qui sont très performants, Je pense que ça a dû exister par le passé. Si vous avez des exemples, notamment chez les filles dans le basket, moi ça ne me dit rien a priori, mais est-ce qu'il y a eu des exemples par le passé comme ça de filles très très jeunes, surclassées de 1 ou 2 ans? Là c'est plutôt 2 ans, puisque là elles devraient jouer en U14. Alors on a eu, chez les A, on a eu Marine Fotou, et puis Iliana Rupert, voilà, qui avait 17 et 18 ans, qui ont joué avec les A, qui auraient pu jouer avec les U20 ou les U18. Iliana Rupert aurait pu jouer avec les U18 et les U20. Rendez-vous compte. On aurait peut-être gagné des titres. Ah oui, ça c'est aussi à mettre dans la question du début, c'est-à-dire que si on avait eu Iliana Rupert dans l'équipe U18 ou U20, et Marine Fotou également, est-ce qu'on n'aurait pas eu une meilleure équipe? D'ailleurs, effectivement, il y a les 4 joueuses récemment, qui ont gagné l'Euro il y a 2 ans, je crois. Zoé Wadou, Kendra Cherry, Marine Fotou et Iliana Rupert. Aucune des 4 n'a participé. Les 2 premières étaient blessées et les 2 secondes ont joué avec Léa. Donc quand même, pour l'équipe U20 notamment, il manquait 4 joueuses majeures. Petite parenthèse fermée. Donc dites-moi en commentaire si vous vous rappelez, alors en France ou ailleurs, de joueuses comme ça aussi précoces. On verra ce que ça donnera dans les années à venir. Allez, on passe au sujet suivant. Je suis très long, très bavard. On passe au sujet suivant, qui est la semaine WNBA. Oui, la tradition là, de cet été. C'est bientôt terminé la WNBA, en tout cas la saison régulière est bientôt terminée. Alors, où j'en suis? Hop, la semaine de WNBA. Je vous montre comme à mon habitude le classement de la semaine dernière. Au même moment, la semaine dernière, la vidéo que je vous ai présentée, c'était ça. On avait nos 6 équipes déjà qualifiées pour les playoffs avec une croix qui est située ici. Voilà. Donc les Washington Mystics, les Suns, le Sun du Connecticut, Los Angeles Sparks, Las Vegas Aces, Chicago Sky, Seattle Storm. Et une équipe déjà sûre de ne pas jouer les playoffs qui était Atlanta Dream. Que s'est-il passé cette semaine? Alors, sans rentrer dans les détails, vous avez, je vais vous le dire rapidement, Indiana a battu Las Vegas. Un peu une surprise, Indiana, une équipe du bas de tableau qui a battu Las Vegas. Phoenix est allé gagner à New York, pas de surprise, New York perd quasiment tous ses matchs, tout comme Atlanta, en fait, c'est vraiment les deux plus mauvaises équipes du championnat. Washington a battu Los Angeles à la maison, Washington toujours très solide. Minnesota a gagné face à Chicago.
Connecticut a battu Seattle à l'extérieur. Alors, Los Angeles est allé gagner à Indiana. Phoenix est allé gagner à Atlanta. Voilà, Indiana, Atlanta, New York sont les équipes du bas de classement. Dallas, qui est l'autre équipe du bas de classement, est allé gagner à Chicago. Là, c'est plutôt un exploit. Connecticut est allé gagner à New York. On va reparler un tout petit peu de ce match parce qu'il y a une joueuse new-yorkaise qui a très très bien joué. Elle est juste en dessous. Malgré la défaite, elle a très très bien joué. Washington est allé gagner à Dallas, plutôt logique. Et gros choc de la troisième et quatrième place, les deux équipes dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir des informations supplémentaires sur ces deux franchises, Los Angeles Sparks et Las Vegas Aces, les As et les étincelles de Los Angeles, les As de Las Vegas et les étincelles de Los Angeles. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à regarder la vidéo précédente d'une carte à jouer. Une carte à jouer, c'est une autre émission, que vous pouvez regarder aussi, qui est très intéressante. Entre deux. Là, on parle de l'émission Entre deux. Donc là, c'était le choc de la troisième place, en fait. Et c'est Las Vegas qui a remporté ce choc. Vous verrez que ça a des incidences. Las Vegas a pris la troisième place. D'ailleurs, c'est l'image qui illustre cette slide, c'est AJ Wilson, joueuse dominante, vraiment deuxième année de WNBA. C'est elle qui a fait la décision, vraiment, elle a fait gagner son équipe de Las Vegas cette semaine. Donc c'était ce samedi à la maison face à Los Angeles. Et dimanche, 3 matchs. Chicago a battu Phoenix à domicile. Minnesota a battu Indiana à domicile. Et Seattle a battu Atlanta à domicile. Donc Vegas prend le dessus sur LA. C'est ce que j'ai noté, Las Vegas prend le dessus sur Los Angeles. 2 sur 2 pour Washington, Connecticut et Minnesota qui font des bonnes opérations. Donc Washington qui consolide sa première place. Pardon, c'est pas celui-là. Washington qui consolide sa première place. Et en fait, à une semaine de la fin, il reste entre... je crois entre 2 et 3 matchs pour toutes les équipes, ou peut-être il y a peut-être des équipes qui ont... Non, c'est ça. Entre 2 et 3 matchs, pas plus. Donc, mais la décision est faite. En tout cas, sur les équipes qui vont en play-off et les équipes qui ne vont pas en play-off. Je vous ai parlé des 4 équipes. Voilà, Indiana Fever, Dallas Wings, New York Liberty et Atlanta Dream, qui étaient déjà dans les derniers et qui ont quasiment perdu tous leurs matchs là cette semaine. Donc forcément, c'est pas avec ça qu'on se retrouve en play-off. Donc fatalement, ce sont les 8 autres qui sont en play-off. Avec des échanges de places tout de même, je vous ai parlé de Las Vegas qui a pris la place de Los Angeles. Ici, là vous voyez, avec la petite flèche qui monte, Las Vegas a pris une place et Los Angeles a perdu une place. Minnesota qui a fait une belle série cette semaine, 2 sur 2 comme je vous l'ai dit, qui a pris la place de Seattle, la 6e place de Seattle. Bon, sur ces positions-là, il y a encore de l'adversité. Vous voyez sur la 3e place, finalement, il n'y a qu'une victoire entre Las Vegas, Los Angeles et Chicago. 20 pour Las Vegas, 19 pour Los Angeles et Chicago. Et sur la 6e place, là c'est un petit peu la même chose. On a 3 équipes en 2 victoires cette fois-ci. Donc c'est Minnesota, Seattle et Phoenix. Sachant que pour la tête, il y aura encore un duel à distance entre Washington et Connecticut. Donc affaire à suivre, on va regarder ça juste après, mais avant cela, on va parler des records. J'essaie de regarder ça avec attention à chaque fois, je trouve que la WNBA est très très bonne là-dessus, comme la NBA en fait. Très très bonne pour communiquer sur ses records, sur son histoire. Finalement, à chaque fois qu'on a une fille qui bat un record, c'est un rappel à l'histoire sur les filles qui étaient performantes avant. Donc à chaque fois, je trouve vraiment que c'est rendre hommage aux performances du passé et aussi aux performances du présent. Donc c'est très très bien fait. Vraiment, il faut qu'on s'en inspire en France. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir en France. Nous, on va essayer de le faire, mais on n'a pas forcément toutes les données. Vraiment, je vais essayer de voir ça avec la Ligue féminine, si on peut récolter quelques données. Ensuite, c'est un gros boulot quand même de collecter toutes les stats. J'aimerais bien qu'on puisse faire des choses comme ça. Parenthèse fermée, 23 victoires. 23 victoires pour Washington. Regardez, 23 victoires, 8 défaites. C'est tout simplement le record de la franchise de son histoire. Voilà, meilleur nombre de victoires de son histoire pour
Donc Washington qui est en train de vivre son heure de gloire peut-être, jusqu'au titre, nous verrons bien. All-time field goals par match, non par match, field goals, je sais plus ce que c'est. Donc les records du nombre de paniers inscrits, on a Candace Dupree qui joue à Indiana Fever et aussi à Sopron en Europe, en Hongrie, en Euroleague, qui est arrivée deuxième meilleure marqueuse de paniers, c'est-à-dire on ne compte pas les lancers francs, c'est les paniers à 2 points et les paniers à 3 points, et là on ne compte pas le nombre de points, on compte le nombre de paniers, qui a passé Tina Thompson, et qui est derrière Diana Taurasi qui a joué peu cette année, qui se remet d'une blessure très difficilement. Est-ce que Candace Dupree peut la dépasser? Affaire à suivre. Donc 2631 paniers, Diana Taurasi, 2723 paniers. Et puis, comme je l'ai dit, c'est aussi l'occasion de voir Cappie Pondexter, Tina Charles qui joue encore à New York, Simon Augustus qui joue encore à Minnesota, Tamika Catchings, Lisa Leslie, Sue Bird qui joue encore à Seattle, Lauren Jackson, Sylvia Fowles qui est juste là à droite. Elle joue encore à Minnesota, et d'Elisha Milton-Jones. Sylvia Fowles, elle a passé un cap au niveau des rebonds. Elle est devenue la 3e meilleure rebondeuse en termes de nombre de rebonds captés en carrière, derrière Rebecca Brunson et Tamika Catchings. On retrouve Lisa Leslie, elle a dépassé Lisa Leslie. Donc 3312 rebonds collectés en carrière, donc bravo à elle, mais ça, je trouve ça super de mettre en valeur les personnes qui font l'histoire de votre ligue. Allez, on va passer au sujet suivant. Alors ça c'est le classement. Sujet suivant, hop, le point Marine Johannes. Je suis très heureux de faire un nouveau point Marine Johannes, elle avait été très performante à 2 reprises notamment. Et là, elle a battu son record en carrière, en WNBA. En fait, les Américains, tant qu'elle marquait en dessous de 20 points, ils n'en ont pas trop parlé de ses records, et en plus, elle jouait relativement peu. Là, elle a fait une masterpiece. Elle a fait vraiment un très bon match complet, tant sur le nombre de points que sur le nombre de passes, que sur le nombre de rebonds. 21 points face à Connecticut. Face à Connecticut, en plus, Connecticut qui est la 2e équipe, rappelez-vous, du classement. Donc même si il y a eu une défaite, la défaite elle est là. Il y a eu une défaite, je ne me rappelle plus, c'est ça, 94-84, une défaite de 10 points, c'est tout à fait honorable. Marine Johannes a battu son record face à Connecticut, une très très bonne équipe. J'ai oublié de parler, je reviens sur la semaine de WNBA. Hop, c'est là. J'ai oublié de parler des matchs à venir. Voilà, il y a tout le calendrier. Washington va aller à New York. Seattle va recevoir Phoenix sur la 6e place. C'est 2 équipes qui vont se battre pour la 6e, 7e et 8e place. Atlanta ira à Los Angeles. Dallas va aller à Connecticut. Donc ça va être difficile pour les deux, pour Atlanta et pour Dallas. Las Vegas va aller à Atlanta. Seattle va à Los Angeles. Donc là, c'est aussi un match intéressant. Donc c'est pas tout à fait un match-up direct, mais les 2 équipes sont impliquées pour gagner les positions. Dallas va aller à Washington, Indiana va aller à New York. Bon là c'est quasiment un match qui compte pour du beurre, peut-être pour tanker, je ne sais pas. Chicago va aller à Connecticut, donc là c'est plutôt dans le haut du tableau. Minnesota va aller à Phoenix, donc là c'est vraiment une confrontation directe pour la 6e, 7e et 8e place. Et dimanche on va conclure avec New York à Atlanta, Connecticut à Indiana, Chicago à Washington. Le Chicago a des gros matchs quand même à jouer. Ils vont jouer les 2 premiers, Connecticut et Washington. Seattle à Dallas, Las Vegas à Phoenix, là encore un gros match, et Minnesota à Los Angeles. Également un match très intéressant, d'ailleurs je vous ai mis sur la droite, la confrontation Las Vegas Phoenix, voilà c'est celle-ci, celle du dimanche. Las Vegas avec Liz Cambage, meneuse intérieure, pivot dominante dans la ligue, face à une autre pivot dominante, Brittney Griner, donc du Phoenix Mercury. Donc gros match d'intérieur, sachant qu'à Las Vegas, ils ont aussi AJ Wilson.
Je reviens sur Marine Johannes. Donc, pour info, vous pouvez, bien entendu, j'ai publié ça aujourd'hui sur le site www.webasket.tv, un article avec la vidéo à l'intérieur, la vidéo publiée par la WNBA sur leur compte YouTube, des meilleurs moments, des meilleures actions de Marine Johannes sur ce match. Régalez-vous. C'est quand même un régal, et même les commentateurs, vous entendrez bien, les commentateurs la comparent à Stephen Curry dans sa gestuelle en fait. Et notamment sa capacité à se créer ses propres shoots. Et ça c'est vraiment très intéressant. Regardez notamment, elle a un espèce que j'appellerais un side step back. Donc le side step, c'est un pas sur le côté pour se dégager, voilà, pour se dégager de son défenseur et shooter. Et le step back, c'est un pas vers l'arrière pour se dégager de son défenseur et shooter. Et ben Marine Johannes, elle a un espèce de pas en diagonale, qui est à la fois sur le côté et à la fois en arrière, qui est formidable. En plus, elle shoot dans un espèce de déséquilibre. Donc, et vous voyez, elle l'utilise plusieurs fois dans ce match, et ça plaît beaucoup là-bas outre-Atlantique. Enfin, ça nous plaît à nous aussi, hein, ça c'est sûr. Mais ils ont repéré quand même que c'était un geste tout à fait particulier. En tout cas, bravo à elle. Je vais faire un point plus précis sur ses statistiques depuis qu'elle joue en fait en WNBA. Vous voyez, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 matchs. En fait, j'ai pas besoin de compter, je m'en rappelle. Il y avait eu 2 performances à 100%, rappelez-vous. C'était son 3e match face à Las Vegas à domicile, où elle avait fait 6 sur 6, dont 4 sur 4 à 3 points. Elle avait marqué que 17 points, elle n'avait pas dépassé les 20 points. Le tout en 22 minutes. Ensuite, voilà, des très faibles pourcentages, alors qu'au tout début, elle avait fait des bons pourcentages au shoot aussi sur un très faible temps de jeu. Là, elle a eu encore un temps de jeu assez limité, mais elle a vraiment eu un trou d'air pendant 3 matchs où elle ne mettait pas trop ses shoots. Et puis, à nouveau, une très belle performance à Chicago. Voilà, c'était 6 sur 6 au total et 4 sur 4, encore une fois, à 3 points pour 16 points au total. Et ensuite, voilà, grosse difficulté à marquer des points. On voit quand même que sa coach lui a fait confiance à 3 reprises, notamment donc, à Phoenix et à Washington, où elle a joué 26 minutes et où elle a fait 0%. Sur ces 2 matchs-là, elle a fait 0% alors qu'elle avait joué 26 minutes, mais cette fois, à la réception de Connecticut, elle a fait plus de 50% au shoot. 8 sur 14, ça doit donner quelque chose comme 57%. Vous avez vu comme je calcule, c'est quand même très impressionnant. Et elle a fait 50% à 3 points. Mais elle a shooté 8 tirs, donc 4 sur 8. Elle a eu l'occasion d'en faire 2 fois plus que quand elle a fait ses très bonnes performances. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle a été performante aussi au rebond, 5 rebonds, donc 4 offensifs, très intéressant, et 6 passes décisives. Donc là, vraiment, ça a été une joueuse maîtresse de son équipe. Elle n'a pas commencé le match, hein. Elle n'a commencé aucun match. Mais là, elle s'est vraiment imposée comme la meilleure joueuse du match, là où elle était, entre guillemets, très bénéfique. Sur son entrée, elle a été hyper efficace. Sur ses 2 premières entrées, vous voyez, elle avait joué 22 minutes et 15 minutes. Donc hyper efficace dans un temps très limité. Là, 27 minutes, ça veut dire vraiment sa coach. Vous voyez, progressivement, elle lui a fait jouer un petit peu plus de 25 minutes ici. Bon, c'est la fin de saison, c'est un peu dommage. Donc elle va faire une vingtaine de matchs, ce qui est quand même pas mal, 20 matchs en WNBA. Pas de play-off, hein, comme vous l'avez vu, pas de play-off pour New York, donc il reste une semaine. Et donc d'ailleurs, New York va recevoir Washington, va recevoir Indiana, et va se déplacer à Atlanta. Bon, voilà, des équipes un peu plus faibles, enfin, à part Washington. À Washington, ça va être dur. Mais on aura des équipes un petit peu plus faibles. Peut-être que Marine Johannes va briller lors de ces derniers matchs. Affaire à suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez globalement de l'aventure de Marine Johannes. Que pensez-vous globalement de l'aventure de Marine Johannes en WNBA ? Moi, je trouve qu'elle est plutôt positive. Même si voilà, il y a des matchs avec des trous d'air, même si elle n'a pas eu tellement réussi à avoir la conscience pleine et entière de sa coach. Voilà, et notamment ce match est intéressant, c'est-à-dire voilà, il y a un vrai gros match sur 16, c'est pas mal pour quelqu'un qui est considéré comme rookie, voilà, toute nouvelle en WNBA. Je pense que ça peut leur donner envie de donner une suite. Marine Johannes qui a, je crois,
24 ans, qui est pas si âgée que ça. J'ai un petit doute, mais je pense qu'elle a 24 ans, Marine Johannes, oui. Elle est un tout petit peu plus jeune qu'Olivier Poupa et Valérie Nayali, qui ont 25. Donc voilà, elle a encore peut-être 10 ans de carrière possible. Et en WNBA, je pense que ça va les intéresser de la reprendre l'année suivante. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette aventure américaine est positive pour Marine Johannes? Est-ce que vous pensez qu'elle reviendra en WNBA l'année prochaine? Dites-moi ça en commentaire. Je vais terminer avec un point très WeBasket, comme j'ai pris un tout petit peu l'habitude de le faire ces derniers temps. Notamment, voilà, pour faire un point sur tout simplement si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez ce format de vidéo, mettez un like, un pouce bleu, peu importe, hein, tout ce que vous trouvez sous la main, montrez-moi, montrez-nous que ça vous intéresse et ça nous encourage à en faire encore d'autres par la suite, bien entendu, et peut-être dans d'autres formats et sur d'autres sujets. Hein. Je vais parler du masculin. On pourrait faire cette émission consacrée au basket masculin, parce que d'ailleurs, on pourrait très bien balayer plusieurs trucs, comme la NBA, comme la Pro A, comme l'Euroleague, comme la Coupe du Monde là en ce moment, etc. Bon, bien sûr, pour ça, il faut des moyens humains. Et notamment, si parmi vous, il y a des gens qui souhaitent participer à l'aventure WeBasket pour écrire des articles, pour publier des choses sur les réseaux sociaux, faire de la recherche d'informations et de la republication, voilà, nous on a une manière de fonctionner qui est assez, qui maintenant est assez fluide, on fait un peu toujours la même chose, on republie l'information sous forme de vidéo, sous forme de texte et aussi sous forme d'images illustrées, comme vous avez pu le voir là avec l'Euro U16. Donc voilà, si ça vous intéresse, écoutez, tout simplement contactez-moi sur l'adresse stéphane@webasket.tv ou bien sur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi, c'est très facile de nous contacter. Si vous voulez recevoir, si vous voulez être informé de nos vidéos quand elles sortent, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Si vous voulez être informé de toutes les publications qu'on fait sur Facebook et sur le site notamment, abonnez-vous sur la page Facebook et voilà, sur YouTube, n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu par email ou par notification mobile. Et sur Facebook, c'est assez compliqué de voir les infos. Si on ne fait pas un effort, là, vous pouvez cocher la case voir en premier. C'est un peu différent sur PC, sur mobile d'ailleurs, mais si vous voulez avoir toutes les infos assez régulièrement sur Facebook, il faut essayer de cocher la case voir en premier. Autre point, téléchargez la vidéo Joue-la comme Proust si ce n'est pas encore fait. La vidéo où j'ai interviewé Amel Boudera, Alix Duché, Maud Médénou, Clarence Djalditadi et Pauline Guittard, 5 très bonnes joueuses de ligue féminine de basket. Je leur ai posé des questions du questionnaire de Proust, donc des questions de personnalité. Vous verrez, c'est très marrant et très instructif. Je vous mets comme d'habitude un lien dans la description et vous la recevrez directement dans votre boîte email. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente rentrée. Alors moi je suis plutôt excité par la rentrée parce que c'est le retour du basket. On a la Coupe du Monde masculine là, qui a bien commencé pour l'équipe de France et on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on espère que l'équipe de France masculine va aller très très loin. Pourquoi pas aussi loin que l'équipe de France féminine à l'Euro, hein, pourquoi pas. Bon là c'est le mondial, hein, c'est un niveau très très costaud quand même. On va suivre ça avec attention. D'ici là, portez-vous bien, vive le basket et vive le basket féminin. Salut, salut!